Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Imperial Brands? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici un autre cigarettier qui paye également un gros dividende. Et on va essayer de déterminer si au prix actuel, l'entreprise pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement et si le dividende actuel est assez correct. D'accord? Donc, Imperial Brands, c'est un cigarettier. Comme je vous l'ai dit, on a étudié Altria, American Tobacco. Maintenant, on est passé également par Philip Morris. Et là, on est sur Imperial Brands. Donc, Imperial Brands, ici, vous allez voir que ce n'est pas que de la cigarette, mais pour ceux qui fument, vous allez voir, on a les Gauloises, les West, les Davidoff, Winston, LNB. Vous avez également du papier à rouler. Donc, certains vont se reconnaître. Risla, Backwood. Donc, voilà, on fait un peu de tout. Également, on a une zone ici, on a un cigare, on a notre device, notre gadget ici sans combustion. Donc, tout le monde le fait déjà au niveau des cigarettiers ici. Maintenant, Zonic, je ne sais pas c'est quoi. Donc, dans tous les cas de figure, comme je vous l'ai dit, c'est une industrie qui, en termes de volume, les volumes diminuent de plus en plus. D'accord? Mais en termes d'opportunités de croissance, il pourrait en avoir, surtout avec l'avènement du cannabis et de la cigarette sans combustion, ce genre de choses-là. Alors, au niveau des revenus ici, donc vous savez qu'on recherche les revenus, la croissance des revenus, le free cash flow moyen, le nombre d'actions, le PER, la dette nette et la qualité de dividende si dividende il y a. Donc, je prends les revenus ici. C'est la première chose que je vais aller regarder. Est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des revenus? D'accord? Vous constatez ici qu'on a littéralement voilà, je dirais une stabilité des revenus. Parce que depuis 2017, depuis 2007 ici, on fait à peu près du surplace, d'accord? Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus en 2007? C'est la question qu'on doit se poser. Je pense que c'est une acquisition. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Vous voyez qu'ici, on a une acquisition. À ce niveau-ci également, on a une légère acquisition. Donc vous voyez qu'il y avait une légère baisse ici. Et à partir de cette période-ci, on a une légère hausse. Donc on a fait une acquisition ici. C'est une industrie qui est en pleine consolidation, notamment parce qu'elle est menacée. Donc c'est la raison pour laquelle elle se consolide. Donc il y aura de moins en moins d'acteurs, d'accord? Ce qui pourra permettre de maintenir les marges à peu près à un certain niveau. Donc, on a fait des acquisitions ici. En termes de croissance des revenus, ici, je ne vais pas prendre une croissance des revenus. Ici, je vais prendre un niveau de croissance zéro. Alors, si on prend ici la croissance sur les 10 dernières années, pour ceux qui aiment la croissance, vous allez voir ici que c'est une entreprise qui essaie de se maintenir. Donc, sur les 10 dernières années ici, on est à combien? Donc, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 0,80% de croissance, donc près moins d'1% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons 2,15% de croissance, donc notamment l'acquisition est passée par là, donc avec cette grosse variation aussi. À peu près sur les 3 dernières années, nous avons à peu près un maintien à 1,6% ici. Donc, la croissance ici est supérieure à zéro et elle est peut-être inférieure à 2% ici. Donc, je mets croissance zéro. C'est une entreprise qui se maintient. Revenu, croissance des revenus, zéro. Revenu ici est de combien? Donc, on a ici des revenus à peu près aux alentours de 16 milliards 400, 7 milliards 460. Donc, 16 milliards 460, on va regarder sur les 5 dernières années. 16 milliards 460. Donc, je vais prendre ici la moyenne des revenus juste pour essayer de voir à peu près où est-ce qu'on se situe. Donc, on a une moyenne aux alentours de 16 milliards ici. Donc, le 460 ici, ça peut être voilà, dû à notre dernière acquisition ici. Mais on est à 16 milliards 460, OK, en moyenne. Donc, le revenu ici, c'est sur les 12 derniers mois, 16 milliards 476, d'accord, point 46, OK. Donc, maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on recherche ici. On va rechercher le free cash flow. Donc, free cash flow, je compare ici net income, free cash flow. Je prends les free cash flow et les net income, je les compare. Je m'attends à ce que les free cash flow soient plus élevés que les net income, notamment parce que c'est une entreprise, c'est un secteur qui déprécie plus qu'il en a besoin ici, donc pour des économies d'impôts ici, et vous constatez que je ne me trompe pas. Donc ici, on a des free cash flow plus élevés que les net income. Quand on les prend en termes de moyenne ici, d'accord, même si je préfère la médiane, donc la moyenne nous permet d'aller rapidement à une réponse correcte, donc assez correcte en tout cas. Donc la moyenne ici sur les 20 dernières années du free cash flow est on a une moyenne de 2 milliards ici, net income 1 milliard. Donc on a une différence entre les deux. Sur les 5 dernières années ici, on a une moyenne ici 1,65 pour le net income. Pour les free cash flow, on est à 2 milliards 83. Donc je vais prendre les free cash flow ici comme moyenne ici, donc je vais les prendre en termes de volume. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 2 milliards 830 millions. 2 milliards 830 millions sur les 5 dernières années également. Sur les 10 dernières années, donc on va prendre ici 2 milliards 830 millions en moyenne, d'accord, en termes de volume, 2 milliards 2,83 millions. Milliards plutôt, excusez-moi. Maintenant,
2,83. Donc 2 milliards 830 millions. Excusez-moi, ce n'est pas 2 milliards 830 milliards. 2 milliards 830 millions. Nombre d'actions. On recherche le nombre d'actions qui diminue. On préfère des nombres d'actions ici, un nombre d'actions qui diminue, d'accord, ou est stable. Donc, on a un nombre d'actions qui diminue ici. On a 900, on va mettre 950 millions d'actions ici. On va mettre ici 9,5, 950 millions d'actions, 950. Le PER, je m'attends à un PER entre 10 et 15, ok. Alors, on va prendre le price to free cash flow ici. Donc, free cash flow, on va mettre le price to free cash flow ici. Où est-ce qu'il est? On le met ici. On le pose là. Et voilà, on prend la moyenne. OK. Et la médiane. Donc, je prends la moyenne ici. Et je vais prendre la médiane ici. On prend sur les 20 dernières années. On prend déjà le all. Constatez que le marché paye entre 10 et 11 fois les bénéfices sur une longue période de temps. OK. Déjà assez intéressant. Sur les 20 dernières années, on paye également 10 et 11 fois. Sur les 10 dernières années, 10 et 11, entre 10 et 11 fois également. 5 dernières années, moins de 10 fois les bénéfices. Donc, le marché paye généralement très peu pour cette compagnie-ci. Maximum 11 fois les bénéfices. OK. Déjà, 11 fois les bénéfices, je pense que c'est très peu élevé. D'accord? Je pense même qu'à 11 fois les bénéfices, je ne prends même pas la dette. Donc, à 10 fois les bénéfices, je ne prends même pas la dette. On va le dire comme ça. Donc, je prends ici à 10 fois les bénéfices. Simple. OK. Pour faire simple, hein, 10 fois les bénéfices. Et je prendrai quand même la dette juste pour essayer de vous montrer que même avec la dette, on peut quand même... En prenant la dette, je pense que je vais encore plus sous-évaluer cette compagnie-ci. Donc la dette nette ici est de combien? Dette nette ici, on est à combien? Donc la nette dette ici, est-ce qu'on a une dette nette qui diminue? Donc on a une dette nette aux alentours de 9 milliards 350 millions ici. Donc 9 milliards 350, 9,35 billions. Donc qualité de dividende, on va y revenir. Maintenant, on a tous les éléments nécessaires pour valoriser cette compagnie ici. OK? Donc, je n'ai pas besoin de prendre le pourcentage des free cash flow par rapport aux revenus. Si je prends directement les free cash flow en termes de volume, 2 milliards 830 millions. Multiplié par 10 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette. Et vous savez déjà que 10 fois les bénéfices, je suis déjà assez pessimiste. Et même à ce niveau-là, ça ne vaut pas la peine de prendre la dette nette en supplément. Donc, j'enlève la dette nette ici, d'accord? Ça me donne ici 18 milliards 950 divisé par le nombre d'actions actuelles, 950 millions. Ça me donne à peu près une valorisation aux alentours de 20 livres sterling. Actuellement, on cote à 19. Bon, on est correctement évalué ici. Ce qui veut dire que si cette compagnie vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 10%. Donc, la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 10%. OK? Donc, c'est déjà un assez bon prix ici. D'accord? Donc, on a une opportunité d'investissement ici, mais en termes de croissance du prix de l'action, ne vous attendez pas à grand-chose. Et ça, c'est parce que j'ai même pris j'ai enlevé le dividende. Admettons maintenant que je n'enlève pas le dividende. C'est parce que j'ai enlevé la dette. Maintenant, admettons que je n'enlève pas la dette. 2 milliards 830. OK? Fois 10 fois les bénéfices. Moins la dette nette aux alentours de 9 milliards 350. Excusez-moi, je n'enlève pas la dette nette. C'est moi qui ai fait une erreur. Donc ici, je vais prendre ici 2 milliards 830 multiplié par 10, divisé par le nombre d'actions, à peu près 950 millions. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de combien? À peu près 30 pounds, donc 30 livres sterling, on va le dire comme ça. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis toujours pound. Je ne sais même pas c'est quoi le pound. Donc, ce sont les centimes ou quoi que ce soit. Donc, 30 livres sterling, je préfère me limiter à ça. Donc, 30 livres sterling. Donc, on varie sans prendre en considération la dette, on sera à 30 livres sterling. En prenant en considération la dette, on sera à peu près aux alentours de 20 livres sterling. Donc, c'est pour ça que le PER est très peu élevé, parce que le 10 fois les bénéfices prend déjà en considération la dette. Donc, on a une opportunité d'investissement ici. Encore, on a une meilleure opportunité d'investissement, je vous dirais. Parce qu'au prix actuel, d'accord, admettons que l'entreprise vous reverse la totalité des dividendes, la totalité des free cash flow ici, en termes de dividendes, je dis bien au prix actuel, d'accord, vous aurez un rendement de combien? Donc, on prend ici 9 milliards, à peu près 2,8, 2,83, divisé ici par 18 milliards, donc qui nous donne à peu près le market cap actuel. On a à peu près un rendement de 15%. Donc, au prix actuel, si on vous reverse la totalité du dividende en termes de free cash flow, sans prendre en considération la dette, vous aurez 15%. Excusez-moi, vous aurez plutôt 15% de rendement au prix actuel. 15%. Donc, si elle vous distribue la totalité des free cash flow actuels en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 15%. D'accord? Et quand on enlève la dette, d'accord? Et quand on prend en considération la dette, ça nous donne un rendement de 10%. Comment est-ce que je sais ça? Je prends 2 milliards 830 free cash flow actuel, moins la valeur d'entreprise. Valeur d'entreprise, c'est égal capitalisation boursière plus la dette, moins le cash. D'accord? Ça nous donne la valeur d'entreprise ici. Donc, divisé ici par 28 milliards, on a une valeur d'entreprise à peu près de 28 milliards ici, pour faire simple. Ça donne un rendement de 10%. Donc, même en prenant en considération la dette, on a 10% de rendement.
Donc, Imperial Brand est extrêmement sous-évalué. Maintenant, c'est bien de savoir que c'est extrêmement sous-évalué sur le plan quantitatif, mais pourquoi est-ce qu'elle est extrêmement sous-évaluée? Est-ce que les volumes de vente baissent dans telle zone? D'accord? Il faut regarder ça ici. Pourquoi est-ce qu'elle est sous-évaluée? Est-ce que c'est par rapport au pessimisme ambiant sur le domaine de la cigarette ici? Ou bien c'est parce que cette entreprise-ci est de moins bonne qualité que les autres? Il faut se poser la question. Est-ce que les grosses margines sont stables ou croissantes? Ici, on voit que les grosses margines diminuent. On quitte de 42% ici à 35%. OK. Est-ce que les marges EBITDA ici sont restées stables? Parce que le gross margin peut diminuer, mais la marge EBITDA est restée à peu près stable. Donc, ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Vous constatez ici que les marges EBITDA ont été aux alentours de 25%. Là, on est à 22%. Ici, on a perdu à peu près 7 points. Là, on a perdu à peu près aux alentours de 3 points par là. D'accord, 3%. Donc, la raison peut être due au fait que la compagnie ici a de moins en moins de pricing power, ou bien le volume diminue de plus en plus. Mais c'est à questionner. Allez-y lire les rapports financiers. Vous ne pouvez pas avoir cette réponse en regardant juste les chiffres. Ici, on se dit que sur le plan quantitatif, en moyenne, on a peut-être une opportunité ici. Et également, cette variation peut être due à cette acquisition. D'accord? Donc, on n'a pas encore absorbé complètement cette compagnie. C'est peut-être qu'on a fait l'acquisition d'une entreprise qui n'était pas correcte, qui n'était pas assez rentable par rapport à ce que nous, on avait. Donc, on essaie de la mettre à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle ça impacte négativement les grosses margins. Ça peut donc être temporaire. OK? Allez questionner les rapports financiers. En tout cas, au prix actuel, l'entreprise est intéressante. Pourquoi? Si on donne le dividende ici, donc le dividende en lui-même ici, on va le prendre dividende par action ici. On constate que le dividende par action ici, il a baissé. C'est peut-être également l'une des raisons pour lesquelles le marché déprécie cette compagnie-ci, parce que certains rats ont quitté le navire. Il y a des gens qui, dès qu'on baisse le dividende, ne posent même pas la question, est-ce que même c'est judicieux même d'abord d'avoir le dividende que j'avais précédemment? OK? Notamment avec AT&T. Est-ce que c'était judicieux de garder ce dividende-là? On aurait pu couper le dividende, rembourser la dette, maintenir l'entreprise à flot et relancer la croissance ou bien relancer les investissements. D'accord? Il ne faut pas juste regarder le dividende pour le dividende. Il faut le questionner. C'est une politique d'allocation du capital. Parfois, il vaut mieux racheter les actions que de payer un dividende. Parfois, il vaut mieux payer un dividende que de racheter les actions. Parfois, il vaut mieux ne rien faire du tout, rembourser la dette, que de payer un dividende et racheter les actions. Parfois, il faut faire les trois. D'accord? Donc, c'est très important de le questionner. Donc ici, en termes de free cash flow par action ici, vous constatez qu'on les met sur le même graphique. Vous constatez que le free cash flow par action ici est plus élevé que le dividende par action. Donc c'est une entreprise ici qui a peut-être baissé son dividende à la période actuelle, mais il y a de fortes chances qu'on revienne à ce niveau-ci. Je pense qu'elle a baissé son dividende parce qu'elle veut peut-être repayer la dette, ou bien c'était pour l'aider à faire son acquisition précédemment. Okay? Donc, si on repaye un dividende à peu près aux alentours de 2 livres sterling, ici, comme on a connu par le passé, on aura un rendement de 10%. Donc, ceux qui achètent peut-être l'entreprise ici aujourd'hui, s'il n'y a pas de problème durable futur, d'accord, si le problème actuel n'est pas durable ou bien il est juste de manière temporaire, vous aurez peut-être un meilleur rendement que les autres. D'accord? Donc, je pense qu'on a peut-être une opportunité d'investissement ici du point de vue quantitatif, donc que ce soit pour le dividende ou bien pour la performance également. Moi, j'aime les deux. Je préfère les deux. Pour moi, les deux sont indissociables. D'accord? Donc, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Gros dividende n'est pas toujours synonyme de problème à long terme. Faites attention. Ici, on sait que c'est une industrie qui a mauvaise presse et on sait pourquoi. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que les revenus continuent donc à être aussi stables? Est-ce que c'est parce que les volumes augmentent? Est-ce que c'est parce que les prix augmentent? Le prix augmente, c'est bien. Posez la question aux fumeurs. Généralement, j'ai eu un commentaire la dernière fois et sur la première vidéo sur laquelle on avait fait qu'on avait fait par rapport aux cigarettiers. Et la personne avait dit que ce n'est pas le prix de la cigarette n'influence pas sa consommation, mais influence plutôt le nombre de cigarettes qui peut passer à des gens. Donc, vous savez qu'il y a des gens qui, quand vous êtes un fumeur, il y a toujours quelqu'un qui va vous demander une cigarette. D'accord? Donc, la personne a dit que maintenant, il donne de moins en moins ses cigarettes parce qu'il accorde de plus en plus. Le prix augmente, certes, ça ne baisse pas sa consommation, mais ça impacte sa gentillesse, si on peut le dire comme ça. Ça m'a fait sourire. Et ça vous dit directement que cette compagnie, c'est un pricing power certain. OK? La cigarette, c'est pas bien, mais chacun fait ce qu'il veut. À la fin de la journée, on est là pour investir. La cigarette, c'est pas bien, l'alcool, c'est pas bien, les sodas, c'est pas bien, d'accord? Certains médicaments ne sont pas bien également, la voiture également tue, les avions, ça tue, donc je ne sais pas ce qui ne tue pas. Donc, vous pouvez aimer, si vous aimez voilà, le dividende, vous avez peut-être une opportunité d'investissement ici. Si vous êtes très éthique, je ne pense pas que ce soit une compagnie pour vous et ce n'est pas le sujet ici. OK? Donc, ici, moi, j'analyse de tout et je n'achète pas tout. Je présente juste ce qu'on me demande de présenter. OK? Donc, de mon point de vue ici. Donc, ici, on a une opportunité d'investissement.
Si on prend en considération la dette, on sera l'entreprise est correctement évaluée. Si on ne prend pas en considération la dette, on aura une opportunité d'investissement également ici. Donc, ça veut dire qu'on sera aux alentours de 30 pounds par là. Donc, je pense que si on n'avait pas pris en considération la dette, c'est le prix qu'on avait obtenu, si je ne me trompe pas. Donc, ici, où est-ce qu'il était, ce prix-là? Voilà. Est-ce qu'on était aux alentours de 30 pounds? Oui, je pense que si on n'avait pas pris en considération la dette ici, donc il y a 2 milliards 830, donc 2 milliards 830 ici à 10 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici qui est aux alentours de 950 millions ici. Donc on a à peu près, oui, 30 pounds. Donc à peu près 30 livres sterling, entre 20 et 30 livres sterling. 20 livres sterling, ça prend en considération la dette. Donc c'est toujours une opportunité d'investissement. Le dividende est safe. À 30 livres sterling, ça ne prend pas en considération la dette. Donc on a non seulement la performance et également le dividende. Et si on vous distribue la totalité des dividendes actuels, admettons que le dividende est stable, vous aurez à peu près un rendement de 15% ici aujourd'hui. Donc, allez-y, lisez vos rapports financiers si cette compagnie-ci vous intéresse. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.